Donc on passe au deuxième paragraphe, défaut de masse d'un noyau. Allez, prenez le cahier. Donc nous avons commencé par le premier paragraphe, c'était la relation d'Einstein qui nous donne cette équivalence masse-énergie. Ça veut dire que la masse et l'énergie, ce sont les deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire on peut parler de la masse comme on peut parler de l'énergie, mais il faut le concevoir dans un système qui est microscopique à l'échelle du noyau et des atomes et des particules qui la constituent. Donc, cette relation va être liée avec le défaut de masse. C'est une constatation que les physiciens ont remarqué lorsqu'ils ont déterminé la masse des noyaux. Connaissant la masse des noyaux et comparant-les avec la masse totale des constituants qui sont les nucléons, ils ont remarqué qu'il y a une différence entre les deux. Et il fallait expliquer cette différence, ou ce qu'on appelle un paradoxe, qui doit être élucidé et connu par pourquoi il y a cette différence. Donc, on note. On a constaté en mesurant les masses, on a constaté en mesurant les masses du noyau atomique on a constaté qu'en mesurant les masses la masse des noyaux atomiques est inférieure à la somme des masses du nucléon qui le constitue. La masse des nucléons qui les constituent. C'est-à-dire M de X à Z est inférieur à Zm de P plus A moins Z M du neutron. On appelle défaut de masse delta de M qui est égal à Z MP plus A moins Z Mn moins N de X à Z, qui est d'ailleurs supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire de conséquences de relation d'Einstein? Nous l'avons noté dans la conséquence, une discussion sur delta de M. Dans ce cas-là, delta de N, comment il est?
c'est-à-dire il emmagasine, dans ce cas-là, delta de M pour un noyau donné, il est positif, selon les conséquences que nous avons écrites, que delta de M est supérieur à 0, c'est-à-dire que delta de E, il est supérieur à 0. C'est-à-dire que le noyau, il emmagasine de l'énergie dans sa formation, il a emmagasiné de l'énergie. Et si nous voulons restituer cette énergie, nous n'avons qu'à, quoi? Dissocier ce noyau, c'est-à-dire aller du noyau jusqu'au constituant, c'est-à-dire l'équation que nous avons que nous avons utilisée par la suite. Auparavant, on aura l'occasion de la traiter par la suite. D'accord? Monsieur, oui. Si le noyau il a une masse, non. En se rassemblant dans cet espace, en mettant ces protons et ces neutrons ensemble dans un espace très réduit à l'échelle atomique, il y a de l'énergie qui a été mise en jeu. On ne peut pas regrouper ces constituants dans un espace qui est très restreint sans avoir de l'énergie. Donc il faut de l'énergie pour le rassembler. Une fois que nous rompons cette liaison-là, parce qu'on parlera par la suite de l'énergie de liaison de noyau. Donc cette cohésion et ce noyau, il est formé à partir de l'énergie. Une fois que nous brisons cette cohésion, si vous voulez, ces liaisons-là, on restitue cette énergie qui est liée à cette delta de M fois C carré. Est-ce que... Ou tu reformules ta question, si je n'ai pas répondu... Oui, je voulais dire que le noyau contient des nucléons qui sont liés entre eux avec une énergie. Oui. Donc si on mesure, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie quand le système a gagné, entre guillemets, cette énergie. Si nous imaginons que nous sommes partis de nucléons séparés et nous voulons constituer ce noyau. Exactement de la même façon. Si nous voulons construire une maison, nous devons avoir des briques, du ciment, du sable et ainsi de suite, du fer. Et là, ce sont les éléments. Pour mettre tous ces éléments en édifice, avoir une maison ou quoi qu'il soit, nous devons avoir de l'énergie. C'est de l'énergie qui doit être. D'accord? Donc, c'est de la même façon. Donc, une fois que nous avons, pour rassembler ces constituants, il y a de l'énergie. Mais malheureusement, puisque nous ne pouvons pas, dans un laboratoire, constituer à partir de protons, ça demande une technique qui est très grande. Mais puisque ce noyau il a été brisé et donne de l'énergie, ça veut dire que sa formation, sa cohésion, il y a une facture énergétique pour le faire, pour construire ou édifier ce noyau-là. D'accord? Donc ça, c'est la définition du défaut de masse. Et nous essayons de calculer ce défaut pour un noyau qui est l'hélium. Donc, exemple. He4.2. Donc, la masse de noyau d'hélium 4 est égale. Je donnerai sa valeur. C'est 6,644,7 10 moins 27 kg. C'est facile d'arriver à déterminer la masse de ce noyau-là. Il suffit d'étudier la particule alpha. Une fois la particule alpha, c'est le noyau sans électrons. Et par la suite, le faire passer dans un champ magnétique ou dans un champ électrique. Vos camarades de sciences mathématiques, nous étudions en PC mouvement dans un champ magnétique, mais eux, ils étudient aussi le mouvement des particules chargées dans un champ électrique. Et à partir de là,
ne pouvons déterminer la masse de ces particules une fois passées dans un champ électrique ou un champ électrique et un champ magnétique. Surtout un champ électrique où nous pouvons déterminer le rapport charge sur masse et par la suite nous pouvons déterminer la masse. Donc, arriver à cette valeur-là, elle est accessible et nous pouvons déterminer la masse de presque de tous les noyaux atomiques. D'accord. Donc ça c'est la masse en unité internationale. On parlera par la suite. La première des choses que vous pouvez constater, qu'on écrit plusieurs chiffres après la virgule. Et n'essayez pas de simplifier. Toujours utiliser autant de chiffres après la virgule qui sont donnés. Mais à la fin, une fois si nous demande de calculer l'énergie, je peux mettre 1,2 chiffres après la virgule 10 à la puissance telle. D'accord? Mais dans les calculs là, je ne dois jamais oublier un chiffre dans l'écrit. D'accord? La masse de protons, c'est 1,67 26,5 10 moins 27 kg. Et la masse de neutrons, Mn, c'est 1,6749 6 10 à la puissance moins 27 kg. Donc là, nous devons déterminer le défaut de masse en appliquant la même relation qui est en haut. Donc, je vais essayer d'effacer. Donc, en appliquant cette relation, delta de M est égal à quoi? C'est Z combien? Z, c'est 2. Donc 2MP plus 4 moins 2, C2, MN, moins M2, HE, 4, 2. Essayez de mentionner, s'il vous plaît, le A et le Z, parce que dans un exercice, on peut donner deux isotopes. Et par la suite, connaître de quel noyau on doit utiliser sa masse. D'accord? Donc, ça sera 2 fois 1,6726,5, 10 à la puissance moins 27, plus 2 fois 1,6749, 6, 10 moins 27, là je mettrai égal, je reviens à la ligne, je mettrai moins 6,6447, 10 moins 27, évidemment l'unité ça sera en kilogrammes. Donc delta de M, ça donne combien? 5, je comparerai avec celle que j'ai devant moi, c'est 5,05, 10 à la puissance moins 29, d'accord. On est en 5,05, 10 à la puissance moins 29 kg. Et vous voyez qu'il s'agit d'une masse, d'un défaut de masse qui est positif. Comment? Non, ici on parle de la variation. Mais la réalité par la suite, la plupart des transformations nucléaires qu'on va traiter, elles s'accompagnent par une diminution de masse, c'est-à-dire par de l'énergie qui est dégagée. La plupart des transformations qu'on va traiter, le calcul de masse, ça sera delta de M qui accompagne ces transformations seront négatifs. Oui. On parlera par la suite le mode de calcul.
Pour nous, la première des choses, il faut donner delta de M comme on l'a trouvé. Parce que avoir delta de M négatif, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. On calculera delta de E qui est égal à delta de M fois C carré, on va voir par la suite. Et le signe, on va le changer. On dit que l'énergie dégagée est libérée et on lève le signe moins. D'accord? Donc le moins, il nous donne une information sur quoi? Est-ce qu'il est absorbé ou il est dégagé? D'accord? Une fois que nous trouvons moins, nous écrivons une phrase par la suite que nous disons que l'énergie dégagée au cours de sa transformation est plus 187,2 mètres, par exemple. Oui. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça veut dire, une fois que ce noyau a été formé, non, on a, entre guillemets, donné de l'énergie pour avoir cette cohésion. Donc cette énergie, elle est emmagasinée dans son noyau sous forme de ce défaut de masse. Une fois que on va rompre cette cohésion, cette liaison entre les nucléons, on aura cette énergie qui était servie pour mettre cette cohésion-là. Ce qu'on appellera, on aura un 3, l'énergie de liaison. Et là, on va lier ce défaut de masse avec cette énergie-là. Oui. Comment? Non, ce que nous devons, à ce niveau-là, nous calculons delta de M. Si nous trouvons que delta de M est positif, ça veut dire que le système que nous étudions, il gagne de l'énergie. Si nous trouvons que delta de M est négatif, le système, il perd de l'énergie. Comment le voyons au niveau du noyau? Attendez que nous traitons le paragraphe 1.3 et nous parlons de l'énergie de liaison. Et par la suite, on parlera l'énergie qui accompagne une transformation nucléaire. On aura dans nos programmes uniquement delta de M est négatif. Mademoiselle, si la question est encore persistante. C'est-à-dire l'énergie, elle peut être négative. Comment il peut être négatif? La notion négatif et positif, je ne vois pas comment vous la concevez. C'est question de convention. Une convention. Je vous ai dit tout à l'heure, mademoiselle, je vous dis hier, c'est pas tout à l'heure, hier que M. Aston, lorsqu'il a il a fait son diagramme, il n'a pas fait le même diagramme que nous avons utilisé. Dans son époque, la notion de moins et de n'était pas encore élaborée. Actuellement, nous disons que si un système, il perd de l'énergie, il est lié au signe moins. Si l'énergie est positive, le système, il gagne. Ce n'est pas qu'elle est négative, mais c'est une convention par rapport au système. Donc, si vous calculez un système delta de M et trouvez que delta de M il est positif, ce système-là, il a gagné de l'énergie avant. Et c'est ça ce que je veux que vous compreniez. Et c'est emmagasiné, cette énergie-là, elle est latente dans le noyau. Comment? Sous forme d'un défaut de masse. Tout simplement. Ce qui compte dans les calculs, on traitera par la suite, paragraphe par paragraphe. D'accord? Donc on passe... 1,3, c'est énergie de liaison du noyau. 1,3. Énergie de liaison d'un noyau. Et on la notera E
L, E petit l, E indice petit l. Tout ce que nous avons traité jusque-là, en réalité, c'est pour répondre à une question que nous avons présentée au début de la leçon. Quelle était cette question? Ce paradoxe. Et nous l'avons devant nous, par calcul. Donc, évidemment, nous avons un impasse dans lequel la masse du noyau, dans sa cohésion, elle est inférieure à la masse de ses constituants. D'une façon caricaturale, c'est comme j'achète un pack de fruits, 1 kg, et lorsque j'essaie de peser chaque pièce toute seule, en comptabilisant le total, je trouve que la masse des fruits séparés est supérieure à celle de ce pack que je viens d'acheter. Exactement d'une façon plus éclatée. Donc pour nous, la seule explication, en se basant sur la relation d'Einstein, la seule explication, c'est que cette différence de masse n'est autre que celle qui assure cette cohésion du noyau. Et on donnera l'expression de cette énergie EL qui n'est autre que delta de 1 fois C carré. La seule explication qui doit être acceptée. Sinon, on n'arrive pas à expliquer cette différence de masse entre le noyau et ses constituants. Donc, on acceptera que, et par la suite, ce sont des propos, mais par la suite, on a vérifié que, évidemment, cette énergie-là, elle est liée à ce défaut de masse. Et par la suite, tout ce que dans les centrales nucléaires et dans les bombes atomiques, elles se basent d'ailleurs sur ce défaut de masse et comment on peut exploiter ce défaut de masse sous forme d'énergie en réalisant des réactions qu'on va voir par la suite, des réactions de fission de ces noyaux. Et on obtiendra au cours de cette opération-là des noyaux qui sont plus légers par rapport aux noyaux mères. Et par la suite, on arrivera à cette énergie-là. Donc, en résumé, ce défaut de masse, on acceptera, si nous acceptons la relation d'Einstein et ce qu'il nous a dit, donc on est obligé de dire que ce défaut de masse-là, c'est quoi? C'est une énergie. C'est une énergie. Parce qu'il nous a dit que masse et énergie sont équivalentes. Si cette masse elle est positive, c'est que le noyau elle est soudé, si vous voulez, sous forme d'énergie EL, qui n'est autre que ce delta de M fois C carré. D'accord? Donc on notera. On appelle énergie de liaison d'un noyau. On appelle énergie de liaison d'un noyau notez EL notez EL virgule l'énergie que le milieu extérieur doit fournir un noyau au repos, pour le dissocier, qu'on doit fournir un noyau au repos pour le dissocier en nucléons séparés. Je reprends.
doit fournir un noyau au repos pour le dissocier en nucléons séparés au repos. Ça veut dire c'est l'énergie minimale. Le dissocier en nucléons, c'est-à-dire en protons. C'est-à-dire en protons et neutrons. L'opération qui est... C'est-à-dire si j'ai deux protons là, et deux CEL pour avoir deux protons plus. De cette façon, de P et D là, pour le cas, et là ce sont des neutrons. Pour dissocier ce noyau, ce noyau-là, on doit fournir, nous avons dit, par le milieu extérieur, c'est-à-dire que le système, il gagne de l'énergie, c'est-à-dire que il est positif. Ceux parmi vous qui étaient en sciences mathématiques, l'année dernière, nous avons parlé dans l'énergie interne, la convention du signe. Tout un système, ainsi un système gagne de l'énergie, de la chaleur, donc il sera positif. C'est un système qui perd de l'énergie et il est négatif. Donc là, c'est une convention. De la même façon, là, il doit gagner au recevoir de l'énergie pour les dissocier. Donc EL, évidemment, il sera positif. Et delta de M, il est aussi positif. Donc par la suite, ce EL, il est toujours positif, d'après la définition. Donc ne mettons que delta, que EL est égal à delta M fois C carré. C'est-à-dire, pour la définition, s'il nous donne définir l'énergie de liaison, vous devez la donner sous forme littérale. Si on vous donne l'expression, on utilise celle-là. Généralement, si on demande, essayez de donner une définition qui est brève et vous donnez cette relation qui doit être utilisée par la suite pour les calculs. Donc, ça sera ZMP plus A moins N moins Z, pardon, moins Z M de N moins MX fois C carré. Ça, c'est EL. Oui. Vous avez dit que EL est toujours positif. Oui. Mais si, c'est à la suite de paragraphe que le défaut de masse. Et si le défaut de masse est négatif, Donc, tu attendez un petit peu. Essayez de me suivre pas par pas. C'est bien, on peut aller plus loin. Mais pour bien comprendre et différencier, il faut me suivre pas par pas. C'est-à-dire, on est au niveau de noyau et de son énergie de liaison. Jusque-là, nous ne connaissons pas delta de M négatif. Donc, pour connaître notre chemin où nous allons aboutir, nous avons commencé par la relation d'Einstein, qui nous a donné que l'énergie et la masse sont équivalentes. Au proportionnel, il y a une constante de proportionnalité qui est C carré. Ça, c'était cette relation, il est déduite de, comme j'ai dit la séance dernière, c'est une conséquence de la relativité restreinte qui repose sur des postulats. Parmi ce postulat, ce que c'est est une constante qui n'est invariante, quel que soit le système de référence ou le référentiel dans lequel on étudie le mouvement. Donc là, cette relation-là, nous allons l'exploiter et l'utiliser d'une façon graduelle.
La première des choses, c'est répondre à ce paradoxe, différence entre masse de noyau et ses constituants. Donc, on est arrivé avec succès que dire, c'est pas quelque chose de miracle, mais en réalité, c'est normal. Puisque, d'après cette relation-là, ce défaut de masse, c'est lui qui nous donne qu'il y a une énergie. Donc, par la suite, cette relation-là, on doit l'appliquer à des transformations ou des réactions nucléaires. Et là, nous serons devant des transformations au cours desquelles, théoriquement, qu'il peut être soit delta de M positif, soit delta de M négatif. Et dans ce cas-là, en arrivant à ce stade-là, on dit que le système qu'on étudie, ou cette transformation-là, il a gagné de la masse ou il a perdu de la masse. Tout simplement, c'est ça ce que vous devez connaître. À ce stade-là, à ce niveau-là, on ne sait pas jusqu'à maintenant qu'est-ce que ça veut dire delta de M est égal à 0. Nous l'avons donné dans les conséquences pour on va prévoir par la suite que nous aurons ce cas où le delta de M il est négatif. Et c'est celle qu'on va travailler avec. Delta de M positif, généralement dans nos exercices, elle s'arrêtera dans EL. Ce qui viendra par la suite, toutes les transformations, puisque ce sont des transformations qui sont quoi? Spontanées. Nous avons dit que ces noyaux sont quoi? Sont instables. Ils ont un excès d'énergie. Et par la suite, ils sont obligés de donner cet excès d'énergie au milieu extérieur. Et s'ils donnent de l'énergie, ils doivent quoi? Perdre de la masse. C'est ça ce que vous devez comprendre au fond. À part ça, il ne faut pas alourdir vos connaissances, tout simplement. Et ceci, on va l'apprendre petit à petit jusqu'à ce que les choses soient claires par la suite. Donc, on va utiliser cette relation pour calculer EL de HE 4,2, qui n'est autre que 5, nous avons déjà ce delta de M fois C carré, qui est égal à 5,05, 10 à la puissance moins 29, et nous utilisons... Oui, vous pouvez parler à haute voix si vous parlez de la physique. Oui, qu'est-ce que vous dites? Oui. C'est une conséquence de E est égal à MC carré. Cette relation-là nous donne, lorsqu'un système, je reprends peut-être que la relation d'Einstein, je reprends, et vous me dites, un système de masse M, qu'il évolue ou non, sa masse elle est équivalente à une énergie qu'on appelle énergie de masse, E est égal à MC carré. Mais on ne va pas s'arrêter à là. Nous devons imaginer ce qu'il peut se produire à ce système. Ce système, il peut évoluer dans le temps. On peut trouver dans une transformation, la masse, elle peut diminuer. Comme la masse, elle peut augmenter. Donc, nous avons donné des propositions que delta de M, cette variation, delta de M, il lui correspond à delta de E. Et nous avons donné que delta de E est égal à delta de M, c'est carré. On est dans une science et il y a de la mathématique, donc on peut discuter. Si delta de M elle est positive, on doit expliquer quelle est sa signification. Si delta de M elle est négative, quelle est sa signification? Et on laisse cette discussion à sa place. En arrivant à des stades où on trouve des masses qui sont positives, on l'interprète comme il y a de l'énergie, le système a gagné de l'énergie. Et en arrivant à un stade où delta de M est négatif, c'est quoi? Le système, il doit perdre de l'énergie au profit du milieu extérieur. Tout simplement. Si, on revient, oui, si. Tu parles en arabe pour... l'énergie de liaison de thélium 4. Oui.
delta de M c'est carré. Oui. Delta de M c'est positif. Oui. Notre négatif. Ou, dans quel cas? Dans le cas général ou dans le cas des noyaux? Est-ce que tu parles dans le cas général, un système quelconque, ou tu parles d'un noyau? Je parle d'un noyau. Non, jamais. Jamais. Parce que le noyau, une fois il est constitué, nous avons donné de l'énergie, il a gagné de l'énergie. Nous avons une facture énergétique. Et s'il y a une facture énergétique, sûrement, elle s'est traduite au sein du noyau par un défaut de masse. Et delta de M, il est positif. Aucune discussion là-dessus. Si on n'arrive pas à comprendre ça, d'accord, jamais on trouvera un défaut de masse relatif à un noyau qui est négatif. Jamais. Mais, dans une transformation nucléaire quelconque, à part ce qui se produit dans le noyau, nous pouvons trouver delta de M négatif. Et c'est le cas général qu'on va traiter. D'accord? Donc, on mettra ces 3 fois 10 à la puissance 8, le tout au carré. Essayez de calculer cette énergie-là. Combien? C'est 4,54 5 fois 10 à la puissance moins 12. L'unité, c'est le joule. Dès le début de cette leçon, les applications numériques que vous voyez devant vous, toujours ils donnent des valeurs qui sont, comment ils sont, très petites. 10 moins 27, 10 moins 12, 10, ainsi de suite. Donc, les physiciens ont pensé à adopter des unités qui sont, on peut dire qui correspondent à l'échelle microscopique, à l'échelle atomique ou subatomique. Et par la suite, ils ont choisi des unités propres à la physique nucléaire. Au lieu d'utiliser le joule comme unité, on utilise une autre unité, le kilogramme aussi. Et ceci, ce n'est pas uniquement les physiciens dans la vie pratique. On utilise chaque domaine, on lui donne un système d'unité. Pour nous, dans notre vie courante, quelle est l'unité pour la masse? Le kilogramme. Pour la distance, le mètre, le kilomètre. Mais nous ne pouvons pas aller à un épicier ou demander un demi-tonne de farine. Par contre, si pour un commerçant qui importe des céréales, il n'utilise pas le kilogramme, il utilise le tonne. Pour lui, le kilogramme, c'est rien. D'accord? Et pour celui qui vend le Daibi ou le joyeux, qu'est-ce qu'ils vendent les jours? Qu'est-ce qu'il utilise? Jamais un jour il rencontra une dame ou une fille qui lui demande « donne-moi 5 kilogrammes de forme ». Donc il a une unité qui est le gramme. Si certains cas qu'il trouve des cas rares où il utilise 400 grammes, 500 grammes, s'il fait un tel travail, ça sera heureux. Donc la physique nucléaire aussi, il ne va pas utiliser le joule. Évidemment, dans nos exercices, on va utiliser les deux. Mais en réalité, on a utilisé l'unité de masse atomique qui est U. On a utilisé le MeV comme unité d'énergie. Et la masse, on va trouver un impasse pour essayer de simplifier la présence de C dans ces calculs-là.
en optant pour unité de masse quelque chose qui est relié à ces deux. Une fois qu'on multiplie, il va être simplifié. Donc la vitesse, il n'y a pas d'unité en physique nucléaire autre que le mètre seconde moins 1. Donc on passe 2 en chiffres romains. 2 en chiffres romains. Unité adoptée. Les unités utilisées en physique nucléaire. Unités utilisées en physique nucléaire. De 1, l'unité de masse atomique qui est le E. Donc on dira par exemple que la masse d'un noyau est 5, quoi U. Au lieu d'utiliser ici, au lieu de dire que 5,05 10 à la puissance kilogramme, on utilisera le E au lieu de kilogramme. Donc il suffit d'adopter une règle ou une définition. Pour nous, ces particules auxquelles nous affrontons, ce sont des protons et des neutrons. D'accord? Le noyau est le constitué du nucléon, qui n'est autre que les protons et les neutrons. Donc nous devons avoir une unité qui est proche de protons et de neutrons. Vous avez déjà noté la masse de protons et la masse de neutrons. Ce sont deux masses. Le proton, il a une masse, comment il est? Elle est plus petite. Regardez la masse de protons. Elle est plus petite que la masse de neutrons. Donc, il y a un écart entre les deux. Donc,